Bonsoir, chers téléspectateurs, et merci d'être au rendez-vous de votre émission politique de ce lundi 19 janvier 2015. Ce soir, je reçois le président du FPC, Monsieur Samba Thiam. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Voilà, Monsieur Samba Thiam est né en 1949 à Seli Babi, au Goudimaka, bien sûr, inspecteur de son État. Il est président des Forces de libération africaine de Mauritanie, un mouvement qui était interdit en Mauritanie au temps de Mahawi Ould Ahmed Taï. Après sa libération de la prison de Ouadata, où il fut incarcéré en 1986 pour avoir coécrit le manifeste du négro mauritanien opprimé, il était exilé au Sénégal en 1990, puis à New York en 2000, c'est ça, Monsieur le Président, en tant que réfugié. Le 26 septembre, à l'occasion de la 62e Assemblée générale de l'ONU, il a pu s'entretenir avec l'ex-président Sidi Ould Cheikh Abdallah. Monsieur le Président, quelles étaient les grandes lignes de votre entretien avec Sidi Oka à l'époque? Bon, d'abord, je vous remercie de me recevoir une nouvelle fois sur votre plateau. Je crois que c'est la 4e fois que je suis invité à votre télévision. Et je vous remercie énormément pour ça. Et je pense franchement que si la HAPA devait primer une télévision qui n'invite pas sur la tête du client, je pense qu'objectivement, vous êtes les mieux choisis. C'est une réalité, ce n'est pas des flatteries, c'est une réalité que je constate. Merci beaucoup. Bon, cela dit, je suis heureux de revenir à nouveau pour essayer de m'exprimer et parler au peuple. Par rapport à votre question, oui, effectivement, à cette session-là, j'avais demandé à rencontrer le président Sidi Ould Cheikh Abdallah, qui a eu l'amabilité de me recevoir quand il est venu à New York. Ce qui m'a frappé dans notre rencontre, c'est que c'est un homme de contact facile. Ce n'est pas le type guindé. Non, le contact est facile et il est communicatif. Donc il vous met à l'aise. Bon, quand je l'ai vu, j'avais des préoccupations et je tenais à les partager avec lui. Je d'abord le féliciter pour son élection. Et ensuite, le féliciter également pour ses prises de position courageuses par rapport à l'époque au problème des réfugiés et lui faire certaines suggestions, attirer son attention sur certains dangers. Le premier aspect, c'est qu'après les félicitations, je lui ai dit que c'est une bonne chose de ramener des réfugiés parce que ce sont des Mauritaniens authentiques qu'on a déportés, que Ould Taya a déportés, avec les lobbies autour de lui. S'il décide de les ramener, il fait quelque chose de louable parce qu'il se comporte en patriote juste. L'État a fait une erreur, un président a fait une erreur, il appartient à un autre président juste et honnête de réparer les erreurs de l'État et d'endosser la responsabilité de l'État. C'est ce qu'il a fait. Mais je reviendrai là-dessus, mais certains ne le lui ont pas pardonné parce qu'il a osé, comment dirais-je, annoncer que l'État avait une certaine responsabilité dans ça et demander le pardon par rapport au tort et au crime qui avait été commis contre les négro-africains, ce point de vue-là. Donc je le remercie pour ça. Le deuxième élément, je lui faisais certaines suggestions. Je lui disais que le retour des réfugiés, qu'il fasse très attention, ne plaisait pas à tout le monde. J'aurais préféré qu'avant qu'il ne les ramène, qu'il prépare l'opinion arabo-berbère. Parce que je connais un peu ses parents. Je sais que certains ne souhaiteraient pas que ces réfugiés reviennent. C'est dans un plan. Leur déportation s'inscrit dans un agenda. Donc j'attirais son attention sur les dangers à les faire revenir sans avoir préparé l'opinion à ça. Le troisième élément, c'était lui expliquer que nous sommes prêts à l'aider pour que cette opération réussisse, à préparer ces réfugiés et à préparer que le retour se fasse dans de bonnes conditions. Le dernier élément,
c'était l'aspect politique. Je lui dis, Monsieur le Président, ce que vous avez dit à travers votre discours, nous sommes très contents. Et l'acte que vous êtes en train de poser également, nous sommes très ravis. Mais nous pensons que la problématique ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas de ramener les réfugiés. La problématique de la Mauritanie, c'est une problématique de cohabitation. C'est une problématique de discrimination. Il faut qu'il puisse prendre cette question en charge. Il m'a dit, Monsieur Thiam, honnêtement, c'est une question difficile. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de venir, de poser la problématique, d'interpeller la classe politique arabo-berbère, d'engager le débat. Et peut-être, dans les discussions, dans les échanges et dans les accrochages, peut-être que la vérité pourrait surgir et que les mentalités pourraient changer. À ce moment, je verrai ce que je peux faire. C'est à partir de cet instant-là, quand j'ai toujours dit que j'ai perçu son message comme un peu le deal qui avait été passé entre Lyndon B. Johnson et Martin Luther King. King a eu à poser la même problématique que Johnson pour la discrimination que les Blacks américains subissaient aux États-Unis. Johnson lui dit, bon, il faut une stratégie, ce qu'il appelle la stratégie inside-outside. Vous agitez le système de l'extérieur, j'apporte le changement de l'intérieur. Oui. Mais en deal secret. Donc quand Sidi m'a dit, revenez interpeller la classe politique, j'ai perçu ça comme un appel du pied et comme une bonne volonté à tenter de régler dans la mesure de ses possibilités, de ses moyens, la problématique de la question nationale. Mais il a été honnête pour dire que c'était plus lourd que lui et que c'était dangereux pour lui. Donc, à partir de cet instant, nous avons pris la décision de revenir. À partir de cet instant-là, la décision de revenir au niveau de notre bureau national, nous avons pris la décision de revenir. Mais nous ne pouvions pas nous redéployer comme ça. Il fallait que la base soit informée. Et ainsi, ça nous a pris presque un peu moins d'un an pour que la décision se discute au niveau de notre base, au niveau de nos sections qui existaient à l'époque, et pour véritablement qu'on se décide si oui ou non il fallait rentrer. Globalement, la base était d'accord, mais il fallait qu'un congrès vienne entériner cette décision de réorientation. Nous avons tenu un congrès en 2011 à Paris. Ce congrès a validé la décision du Bureau national, la proposition du Bureau national de se redéployer, autrement dit de rentrer. Il fallait donc, à partir de cet instant-là, se mettre à préparer l'opération sur deux niveaux, la préparation psychologique et mentale de ceux qui devaient se redéployer parce qu'il faut se couper de leur famille, et ensuite la préparation des moyens matériels et logistiques pour que ce redéploiement puisse se faire. Voilà un peu dans quelles conditions j'ai rencontré le Sidi, et voilà un peu ce que la rencontre avec lui a déclenché. Oui, Président, après votre retour, vous avez été reçu par Mohamed Abdelaziz, n'est-ce pas? C'est exact. Très bien. Quelles étaient les grandes lignes de votre entretien avec lui? Bon, quand je suis revenu, j'ai fait une demande au niveau du président Aziz, en tant que président de Flamme, nous voulons le rencontrer. Lui aussi également, il a eu l'amabilité de me répondre par son directeur de cabinet adjoint pour me recevoir. Bon, d'abord, il y a une différence nette dans le contact. Entre lui et Sidi Oka. La communicabilité n'est pas la même. Donc, quand j'ai été le voir, je l'ai remercié de me recevoir. Parce qu'il n'était pas obligé, il a un agenda chargé. Je l'ai remercié amplement d'avoir l'amabilité de me recevoir et de m'écouter. Je lui ai dit que, dans un premier temps, que nous sommes des patriotes. Nous sommes revenus pour qu'on sache qui nous sommes. Nous sommes revenus pour qu'on sache quel discours nous prenons, quelle est la vérité de notre discours, l'essence de notre discours, parce qu'il a été déformé à la fois par le pouvoir et par des adversaires politiques pas très honnêtes, qui ont tenu à nous diaboliser et à se positionner. Donc, à lui faire comprendre pourquoi nous sommes revenus, quelles sont nos intentions. Nous sommes revenus parce que nous sommes des patriotes, nous souhaitons aider à reconstruire ce pays
nous sommes revenus parce que nous avons un discours qui n'a pas toujours été compris. Nous souhaitons le faire comprendre au niveau du peuple et au niveau de l'opinion arabo-berbère. Fondamentalement. Nous sommes revenus avec une intention pacifique de nous intégrer dans le jeu démocratique et d'engager un débat démocratique avec la classe politique. Voilà nos intentions. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de calcul derrière. Maintenant, nous sommes revenus, en revenant, nous avons aussi, comme on dit, suivi son action de loin. Nous reconnaissons honnêtement que dans son action, il y a des choses positives. Je le dis, nous reconnaissons que la lutte que vous menez à l'encontre de ces terroristes est une lutte légitime. Nous vous soutenons. Parce qu'on ne peut pas permettre que des barbus, que des religieux, que des gens qui se prennent pour un peu sortir de la cuisse de Jupiter, estiment que c'est eux qui sont les détenteurs de la vérité en islam et qui doivent convertir tout le monde. Donc lutter contre cet extrémisme religieux, c'est une bonne chose. C'est pour la santé de notre pays. Et je lui dis également, nous le remercions pour un autre acte posé qui n'est pas des moindres. C'est l'acte qu'il a posé pour la continuation du retour des déportés. Ça a été entamé par Sidi, mais il l'a continué tout de même. Il fallait l'en féliciter. Et je lui dis que, bon, il a ramené les Sénégalais, ce qui était du côté du Sénégal, je veux dire, mais il a oublié les Maliens. C'était des réfugiés, et que ce serait tout à son honneur de ramener ces gens-là. Il a eu à me répondre pour me dire que non, ils sont revenus parce qu'ils sont à Kankossa, mais j'ai dit qu'on vous a abusé. Ceux qui sont revenus à Kankossa, c'était des gens qui sont dans un petit village qui s'appelle Gourel Fali. Ils étaient expulsés du côté du Sénégal. Mais les Maliens sont encore au Mali. Ils sont 12 000 et ils souhaitent revenir. Et ils étaient prêts. Il aurait été judicieux de sa part, et à tout à son honneur, de compléter ce dossier de réfugiés et de ramener les Maliens. C'est le deuxième élément positif que je lui ai dit que c'était une bonne chose. Le troisième élément, je lui dis également, la lutte contre la gabegie, c'est quelque chose que nous soutenons. Mais ce pays ne peut pas fonctionner, ne peut pas se développer si certains prennent le patrimoine de l'État comme le patrimoine de leur famille ou de leur tribu. Donc lutter contre ces prédateurs, c'est quelque chose que nous soutenons. Le quatrième élément que je lui dis qui me semblait important, c'est les réalisations. Ces bitumes, ces routes bitumées. Quand j'ai quitté Nouakchott, il y en avait une ou deux. Je suis revenu, j'ai trouvé beaucoup de routes. Et j'ai fait l'intérieur, j'ai vu également des régions désenclavées, des capitales désenclavées, avec du bitume. Je lui dis que ça, c'est également une réalisation qui n'a pas existé depuis Ould Daddah. Personne n'a fait ça. Ils se sont succédés. Nombreux sont passés par là, mais personne n'a fait ces réalisations. C'était une bonne chose. Mais après, je lui dis, Monsieur le Président, c'est une bonne chose que vous avez faite. Mais j'estime qu'il y a des insuffisances. Ça, c'est sûr. Les insuffisances, la première insuffisance, c'est d'abord la manière dont ces déportés sont traités. Ils sont revenus, mais ils ne sont pas dans le droit. Ils ne sont pas installés dans le droit légitime. Vous êtes là, vous êtes revenus, vous ne pouvez pas récupérer votre champ. Vous voyez que votre champ est occupé par quelqu'un d'autre. Vous êtes revenu, mais vous ne pouvez pas vous déplacer parce qu'on ne vous prend pas au niveau de l'état civil. Vous êtes revenu et on ne vous reconnaît pas en tant que citoyen. Et ça, c'est dangereux, c'est porteur de danger, c'est porteur de violence, parce qu'il faut être véritablement d'une nature très calme pour chaque jour se réveiller et voir que ces biens sont occupés par quelqu'un d'autre sans pouvoir les récupérer. Je dis, il faut tenter de régler ça, il faut désamorcer cette crise. Mais j'ai dit le point essentiel sur lequel je voudrais revenir, Monsieur le Président. Vous avez fait de bonnes choses, mais il y a un aspect sur lequel vous n'avez pas mis le doigt. Il me dit lequel? J'ai dit, vous n'avez pas réglé la question de cohabitation, l'équilibre dans le traitement des composantes nationales. Vous n'avez pas mis le doigt dessus. Et si vous voulez que ce pays se développe,
que ce pays avance, que nous progressions, cette question-là, vous ne pouvez pas l'éluder. Il faut oser l'aborder, et elle n'est pas abordée. En tout cas, quand vous déciderez de l'aborder, nous serons à vos côtés, parce que c'est notre problématique. Notre credo, depuis toujours, hier jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il faut régler cette question de cohabitation pour éviter à ce pays de dérapage. Voilà un peu le message que je lui ai transmis. Certains ont eu à me critiquer pour dire que voilà, j'ai été voir le président de la République, ils ont fait une véritable propagande sur nous sommes devenus des traîtres. Mais nous apprendrons plus tard que ces messieurs ont été revus par le président de la République 3 ou 4 fois. Sans savoir ce que nous avions dit au président de la République, ils nous ont chargés. Et maintenant, ils ont été instrumentalisés et jetés comme du Kleenex. Voilà un peu le contenu de l'entretien que nous avons eu. Et quelle était sa conclusion, lui, Mohamed Abdelaziz? Bon, monsieur le président n'est pas très bavard. Il n'est pas très bavard. Bon, il m'a dit simplement qu'il était préoccupé pour le développement de ce pays. Et il était préoccupé pour que nous avancions, que nous progressions. J'ai dit, nous également, nous nourrissons les mêmes préoccupations. Très bien. Bon, passons maintenant à autre chose, à l'analyse politique que M. Samba Thiam peut faire actuellement et cette situation qui prévoit actuellement en Mauritanie, d'une manière générale. Quelle analyse faites-vous sur ce... Bon, je pense que pour analyser la problématique de la Mauritanie, moi je la situerai peut-être à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le pouvoir et les acteurs politiques, ou ce que nous appellerons l'opposition. Et le deuxième niveau, c'est notre préoccupation permanente, nous en tant qu'organisation, FPC, Force Progressive du Changement. Et par rapport au premier niveau, je pense que depuis le coup d'État, les relations entre ce pouvoir et l'opposition de manière générale n'ont jamais été assainies. Il y a une crise de confiance qui se justifie quelque part. Parce que à partir du moment où on a été trahi une fois, on a été trahi 2 fois, on devient frileux. Bon, on entend dire qu'il faut aller vers un autre dialogue. Oui, je pense que nous soutenons également ce dialogue. Mais nous précisons que la difficulté, c'est que si du côté de l'opposition arabo-berbère de manière globale, parce que c'est un peu comme ça que je la qualifie, les préoccupations par rapport à ce dialogue avec le FPC ne sont pas tout à fait les mêmes. J'ai l'impression que dans la crise entre l'opposition et le pouvoir, fondamentalement, la crise tourne autour des élections ou de la transparence des élections. Bon, c'est légitime du côté de l'opposition. Si on doit aller aux élections, il faut qu'elles soient transparentes, il faut qu'on ait des chances de gagner. Mais si on pense qu'à tous les niveaux et à tout moment, les dés sont truqués, pipés, c'est normal qu'on soit frileux à répondre encore à des propositions de dialogue qui peuvent un peu vous flouer. Je comprends ça. Mais je suis pour le principe qu'on dégage un certain nombre de règles qui puissent rendre ces élections crédibles, consensuelles, et qu'on puisse apaiser la situation. Mais là où je mets l'accent, et là je ne suis pas d'accord tant avec le pouvoir qu'avec l'opposition, c'est que le dialogue ne doit pas tourner autour des élections ou de reprise des élections. C'est pas fondamental, Sidamé. Ce qui nous paraît fondamental, c'est que le dialogue doit tourner autour de la question primordiale, fondamentale. Or, la question primordiale, fondamentale, c'est la question de l'esclavage et c'est la question de cohabitation. Ce qu'on appelle la question nationale et sociale. Aujourd'hui, ce pays est divisé à cause de Oultaya. Il a été divisé depuis Ouldada, mais avec moins de déchirure, moins de rupture. Mais il faut essayer de raccommoder les morceaux. Aujourd'hui, les négro-africains ne se sentent plus citoyens de ce pays-là. Ils sont totalement exclus. Les Haratines continuent de vivre l'esclavage. Quoi qu'on parle de séquelles avec des euphémismes, l'esclavage n'a pas quitté la Mauritanie.
Ces questions-là, ce sont des questions d'essence, fondamentales. Donc ce sont ces questions qu'il faut mettre en avant. Le jeu démocratique, c'est bien. Mais pour qu'il y ait un jeu démocratique et pour que tout le monde se retrouve dans ce jeu démocratique, il faut d'abord régler la question qui met tout le monde au même niveau. Ce n'est pas le cas. Nous sommes en rade en tant que négro-africains. Les Haratifs sont en rade en tant que victimes de l'esclavage ou du déni d'humanité. Qu'est-ce qui compétissent? Ce sont les Arabo-Berbères. Nous sommes hors du circuit. Donc nous souhaitons que s'il y a dialogue, et nous voulons d'un dialogue, il ne faut pas qu'on se trompe de point de dialogue ou de point autour duquel le dialogue va porter. Fondamentalement, il doit porter sur la question nationale. Il faut qu'on s'entende. Et sur cet aspect-là, un de vos invités, je reviendrai là-dessus, il y a un courage véritable. Il faudra peut-être penser à refonder Allègre. Parce que là, il y a une crise de confiance générale. Et nous sommes menacés par un danger. C'est une question primordiale parce qu'elle menace l'existence même du pays. Ce n'est pas la question électorale qui menace l'existence du pays. Donc il faut savoir trier les priorités, il faut savoir serrer les priorités. La priorité fondamentale pour ce pays, actuellement, au temps où nous sommes, c'est la question nationale et sociale. C'est la question de cohabitation et la question du traitement de l'esclavage. C'est comme ça que je vois la situation. Donc, si on veut l'apaiser, il faut serrer, il faut aller vers le dialogue. Les gens doivent pouvoir se parler. En se parlant, pouvoir s'écouter, que ce soit un dialogue franc, sérieux, serein, mais qu'on aborde les questions fondamentales de manière frontale et qu'on les règle une fois pour toutes. Sinon, nous sommes tous menacés. Bien. Voilà. Monsieur le Président, vous avez parlé de cohabitation. Par contre, moi, je ne vois pas cette cohabitation comme vous la voyez. Je sens que la population ou le citoyen lambda cohabite extrêmement bien avec son frère ami, qu'il soit Toukoudor, Haratin, Bambara, Mor. Mais cette problématique de cohabitation nationale, ou cohabitation que vous l'appelez, vous avez été victime d'un système, M. Thiam. Ok? Est-ce que vous m'entendez? Je vous suis. Voilà. Donc, vous n'allez pas prendre. Vous étiez victime d'un système, mais pas de la population ou du citoyen lambda. Donc, moi, je pense que il y a une parfaite cohabitation entre nous et les autres ethnies. Que me répondez? Très bien. Je vais m'expliquer. D'abord, sur un certain point, nous sommes d'accord. Il n'y a pas d'antinomie entre les composantes nationales. Il n'y a pas d'animosité entre les arabo-berbères et négro-africains. Donc, ça ne se pose pas en ces termes. L'antagonisme ne vient pas de là. L'antagonisme vient à partir des politiques qui ont été érigées pour éliminer les uns et favoriser les autres. Les politiques qui ont été mises en œuvre, c'est ça que tu appelles système, et c'est ce concept que nous utilisons, que nous avons créé. C'est ce système qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes distants les uns des autres. La question de confiance, aujourd'hui, n'existe plus entre arabo-berbères et négro-africains. Vous dites qu'ils cohabitent pacifiquement, ils se sentent à l'aise l'un de l'autre. Ah oui? C'est inexact, Sid Ahmed. Non, mais... J'arrive, je termine. Si vous prenez les quartiers de Nouakchott, ils sont fragmentés en fonction d'ethnie. Tabrazen et Tayaret, le premier, ça c'est arabo-berbère, c'est les Mora dominantes. Ah non, excusez-moi, vous trouverez tout le monde là-bas. Non. À Tabrazen, on y voit tout le monde. Non, oui, c'est différent. C'est différent. Non, là, j'ai dit à dominante. Je veux dire que si vous prenez Basra, 5e, 6e, c'est à dominante négro-africain. Si vous prenez les quartiers d'Arafat et au-dessus vers les PK, ce sont des Haratines. Donc, à cause des politiques, il y a eu une séparation. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, au niveau de l'école. À notre temps, comme on dit, le contact était facile. Nous fréquentions. Vous ne voyez pas, présentement, des enfants, des élèves ou des étudiants qui quittent et qui se fréquentent, arabo-berbères et négro-africains. Ils sont divisés. Parce que simplement, on a créé une suspicion entre les composantes nationales et on a développé des politiques
Oui, mais ça, qui ont c'est permis à relatif. certains de se sentir supérieurs à d'autres. Monsieur Cham, c'est relatif à la justice sociale. Oui, mais la justice sociale, c'est quoi? La justice sociale, c'est l'État qui doit garantir Ça, la c'est justice l'État. sociale. Mais Ça, c'est l'État, monsieur le pourquoi? Non, je veux dire que avant qu'il y ait ces politiques-là, tout le monde était mêlé dans les quartiers, mais parce qu'il y a une peur de l'un vis-à-vis de l'autre, où il y a une distance de l'un vis-à-vis de l'autre, les gens sont séparés. Je circule à Nouakchott avec ma voiture sur un certain axe. J'ai jamais vu un chauffeur arabo-berbère avec sa voiture prendre un négro-africain. J'ai jamais vu. Ouais, moi, j'étais tout à l'heure, ma voiture est en panne, j'étais tout à l'heure dans un taxi, où il y a majorité, l'inverse non plus, il y a majorité de passagers négro-africains. L'inverse non plus, c'est pas fréquent. Ouais, C'est pas fréquent, c'est pas dominant comme avant. Parce que la peur est là. Parce que la peur est là, comment dirais-je, la suspicion est là, la réserve est là. La communication n'est plus là, elle est absente. Aussi bien dans des maisons qui sont côte à côte, qui ne se parlent pas, ou par hasard, ou bien simplement au niveau de l'école, on ne se parle pas. Dans les bureaux, ce n'est pas les mêmes fréquentations. Ah si, c'est le président. Non, c'est pour vous, les politiques, vous exagérez beaucoup trop dans ce contexte. C'est plutôt les politiques. Je ne critique pas les populations pour ça. Je déplore que les populations se tournent le dos. Aujourd'hui, on cohabite, mais on se tourne le dos. On se fait plus face. Ce n'est pas la réalité de Nouakchott, ce n'est pas la réalité partout dans tout le pays. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Maintenant, j'ai dit que ça ne vient pas des populations elles-mêmes. Avant l'indépendance, on se fréquentait. Juste à l'indépendance, on se fréquentait. Les réserves, la distance n'existait pas à ce point-là. Et dans les écoles, c'était une interconnexion. Ce n'est pas le cas maintenant. Moi, personnellement, j'ai des neveux qui sont alpolars, d'autres qui sont wolof. Ça, c'est très bien. Dans ma famille. Vous parlez du problème de métissage. Mais ce sont des cas singuliers, ce sont des cas particuliers. Ce ne sont pas des cas généraux. C'est depuis que les politiques ont pris cette question d'unité nationale. Voilà. Ce sont les politiques qui ont amené cette division-là. Mais vraiment, les citoyens lambda... Non, ce sont les politiques qui ont amené cette méfiance et cette suspicion dans les rapports entre les communautés. Voilà. C'est tout. Mais je ne dis pas que la communauté arabo-berbère est responsable de ça. Ce n'est pas notre discours. Nous disons que ce sont des politiques. C'est le système mis en place qui a fait que à favoriser les arabo-berbères et peut-être à développer aussi chez certains un complexe de supériorité. Parce qu'aujourd'hui, les négro-africains ne se sentent pas citoyens. On se sent citoyen quand on est bidane, et puis voilà. C'est ça le sentiment qui se dégage. Et alors que ce pays nous appartient à tous. Bien sûr, nous sommes bien dans nos peaux, aussi bien toutes les communautés. Là, c'est des politiques qui aggravent cette situation. Non, allez demander aux citoyens lambda. Allez demander aux citoyens lambda. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que le paysan qui voit ses enfants échouer à l'école est content et voit les autres? Nous devons tous militer pour l'unité nationale. Très bien. Mais alors, c'est notre objectif. Très bien, faisons de sorte que cette unité se bâtisse sur de la vérité, sur des principes, sur l'égalité, sur le respect réciproque. Ouais. C'est ça. Sinon, il n'y a pas d'unité. Unité sur quoi? Juste sur du papier. Que certains soient privilégiés, que d'autres soient totalement exclus. À tous les niveaux. Ce n'est pas une unité. C'est une unité, comme j'ai dit, de l'unité du cavalier de sa monture. Ce n'est pas une unité. Je vous entends toujours dire le mot, personnellement, que je sens péjoratif. Quand vous dites toujours arabo-berbère, pourquoi vous ne dites pas le mot? Personnellement, je n'aime pas dire négro-africain, ce mot, je le déteste. Plutôt, je dis alpolar, wolof, mon frère, mon camarade. Pourquoi c'est mot péjoratif, Président? Il n'est pas péjoratif. Parce que je vais m'expliquer, je l'utilise pour 3 raisons. La première raison, c'est une vérité historique. Ce pays a été peuplé. Ouais. L'historique de ce pays, nous le connaissons. Non, mais je reviens là-dessus, parce que je vais te répondre pourquoi j'emploie le terme arabo-berbère, pour 3 raisons. La première raison, c'est par respect de la vérité historique. Ce pays a été peuplé de Noirs, a été peuplé en second temps de Berbères et en troisième temps d'Arabes. C'est ça la vérité historique.
La deuxième raison pourquoi je l'utilise en restant dans une posture d'intellectuel. Mais un intellectuel ne ment pas. Un intellectuel ne déforme pas la vérité historique. C'est ça la vérité historique. On ne fait pas de compromis avec des compromissions. Le troisième élément, les Mourabitines. Vous êtes fiers de votre histoire de Mourabitine, Sidi Ahmed? Oui, bien sûr. Hein? Vous êtes fiers de ça? Bien sûr. Mais les Mourabitines sont quoi? Mais c'est des Arabo-berbères. C'est des berbères, les Mourabitines. Oui, mais voilà, Attendez, actuellement... attendez. Les gens de l'Adra, les gens du Tagan, globalement, c'est des zones arabo-berbères et du Trarza. Quand les Mourabitines ont commencé à convertir les gens, c'est vers ces zones qu'ils sont allés. Ce sont ces gens qu'on a voulu convertir. Yassine. Oui, mais attention, les ribats étaient au Cap Blanc. Il y a un autre ribat, le second était au Sénégal. Non, il y a un ribat. Il y a un ribat, c'est de l'île de Tidra, je crois, qui est sur l'Atlantique. C'est à partir de ce ribat que le mouvement almorabite est parti. Mais il y a un second ribat au Sénégal. Non, ce n'est pas le Sénégal. Si. Non, enfin, on ne va pas se discuter là-dessus, mais je voulais juste répondre par rapport à cet aspect-là. Ouais, donc, les Mourabitines, ce sont des berbères. Aujourd'hui, la Mauritanie se réclame des Mourabitines. Mais il faut savoir... C'est l'équipe nationale de football. Non, vous réclamez pas. Les Arabes sont fiers de l'histoire des Mourabitines parce qu'ils se sentent descendants de ces Mourabitines-là. Et ces Mourabitines sont des berbères. Mais pourquoi, aujourd'hui, voulez-vous nier cet aspect-là? Ma dernière réponse par rapport à cet aspect-là, moi je crois qu'on peut être... le danger de suivre pour dire que non, je vais vous appeler arabe. Le danger, pourquoi je refuse de suivre pour vous faire plaisir. Comme j'ai dit, mon rôle n'est pas de plaire, mais de séduire. Le danger, c'est que c'est une histoire qui a été créée de toutes pièces. L'arabité de tous les Mauritaniens, c'est une histoire falsifiée. Si aujourd'hui je vous accorde... non, je ne suis pas d'accord avec vous. J'arrive. L'histoire de l'arabité de toute la Mauritanie, c'est une histoire falsifiée qui est née hier. Si je vous suis dans cette direction-là, demain vous allez nier ma propre identité dans ce pays, ma propre appartenance à ce pays. Pourquoi vous dites qu'elle est falsifiée? Mais parce que ce n'est pas la vérité, parce que tous les Mauritaniens ne sont pas des Sanhajad et tout. Les Sanhajad, les Wegdala, les Messoufa, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Berbères. Ce sont des Berbères. Donc je ne vais pas faire le jeu d'une histoire falsifiée pour que demain, on nie ma propre appartenance à ce pays-là. Non. Oui, c'est ce qu'on me demande de dire. On me demande de faire le compromis. Non, jamais. Ne nous traitez pas de berbères, traitez-nous d'arabes. C'est ça qui nous plaît. Mais je fais un compromis avec un mensonge. Tout le monde n'est pas arabe. Certains sont arabes, d'autres sont berbères. Et il y a eu un métissage. Et ces gens s'appellent également arabo-berbères. Donc si je dis arabo-berbère... Oui, mais il y a eu un métissage avec les négro-mauritaniens. Oui, mais il y a eu un métissage d'abord entre berbères et arabes. C'est ça la Mauritanie. La question n'est pas là, Sidi Ahmed. La question n'est pas là. La question c'est qu'il y a eu un métissage d'abord entre berbères et arabes, puis il y a eu berbères, puis il y a eu arabes, puis il y a les trois groupes. C'est ça la réalité historique. Donc ne me demandez pas de faire des compromis avec quelque chose qui n'est pas vrai. Non, c'était la discussion. Voilà. Commentez comme vous voulez. Pour moi, je termine sur cette question-là. Pour moi, chez moi, ce n'est pas péjoratif du tout. C'est justement par respect historique et par refus de certaines compromissions. Très bien. Passons à autre chose, Monsieur le Président. Les Flammes sont nées il y a maintenant près de 32 ans, ce qu'il me semble. Quelles ont été les grandes lignes et les étapes de votre mouvement? Bon, merci. Après 32 ans d'existence. Peut-être devrais-je revenir sur l'historique. Comment au départ. Quand nous avons perçu que le pays dérivait vers l'arabité par la négation implicite de notre identité, on s'est dit, on est inquiet. Au sortir de la colonisation, on était plus ou moins tous les mêmes, on était traités à peu près également. Mais voilà qu'on perçoit à travers les politiques de Ould Daddah, de Mokhtar, que nous sommes en train de dévier et de dériver.
à partir de ce constat, nous nous sommes dit, bon, mais il faut qu'on s'organise. Nous devons résister, sinon on va nous effacer dans ce pays-là. Nous avons décidé de nous réunir en tant que groupe qui existait à l'époque, des petits groupes, de groupuscules, comme on les appelait à l'époque, et pour nous réunir et pour fusionner nos forces et mutualiser nos forces. C'est ainsi que il y avait 4 groupes. Nous nous sommes réunis et nous avons constitué l'organisation en 83. Quand nous avons constitué l'organisation, nous avons écrit un manifeste. Mais notre objectif, en écrivant ce manifeste, était un peu triple, pour être honnête. Nous voulions d'abord que les pouvoirs publics comprennent sur la base des données que nous portions dans le document, le déséquilibre qui était en train de se créer entre négro-africains et arabo-berbères. C'est la première partie du manifeste. Et ce sont des statistiques. Nous avons pris tous les secteurs de la vie publique, nous avons fait des comparaisons pour montrer qu'à tous les niveaux, la politique de Mokhtar et ensuite de Ould-Taya, qui est une continuité, visait à favoriser les arabo-berbères sur les négro-africains. C'était la première partie. La deuxième partie du manifeste, c'était pour dire que ça c'est dangereux. On ne construit pas un État, une nation de cette manière-là, avec des discriminations, avec des déséquilibres, avec des traitements de faveur pour les uns et un étouffement pour les autres. C'est un danger. C'était la deuxième partie du manifeste. La troisième partie du manifeste, nous avons dit, nous sommes les Mauritaniens, il y a un problème, acceptons qu'il y a un problème, et assoyons-nous autour d'une table et discutons de ce problème-là pour lui trouver des solutions. De 1986 à 2014, c'est toujours notre position. Il y a un problème qui est réel, qu'il ne faut pas nier. Il faut s'asseoir autour d'une table, essayer d'en discuter pour lui trouver des solutions. Mais sinon, c'est un risque. Si on le laisse développer et pourrir, c'est un risque pour le pays. C'est ce que nous avons toujours dit hier, ce que nous continuons de dire aujourd'hui. Bon, malheureusement, parce que nous avons produit ce document, Ould-Taya l'a mal pris et la réponse a été d'une sévérité extrême parce que nous avons écrit un document et il fallait qu'on soit châtié parce qu'on a osé élever la voix. Et on va être châtié de la manière la plus sévère possible, la plus dure possible. On va nous mettre des chaînes aux pieds, on va nous mettre des monotomées, on va nous déporter à Walata, on va nous mettre au régime sec, riz blanc et de l'eau, simplement, pendant 4 mois. Personne n'a jamais été traité comme ça, parce que nous avons osé dire la vérité. Certains sont tombés là-bas, parce qu'ils n'avaient pas. Les conditions étaient difficiles. Et ensuite, nous avons été condamnés, moi j'ai eu 5 ans. Bon, nous avons purgé notre peine, par la force, par la volonté de Dieu, nous ne sommes pas tous morts. Et en 90, nous sommes sortis. Et quand nous sommes sortis, en décembre 90, nous avons vu que la situation avait empiré. D'abord, Ould-Taya avait déporté des populations entières, des villages entiers. Et ensuite, quand je suis venu à Nouakchott, mais on tirait sur des soldats à bout portant pour rien. Mais j'ai dit, je ne peux pas rester. Je n'ai pas renoncé à ma revendication. Je ne peux pas parler dans ce pays dans ces conditions. Je m'en vais, je vais continuer le combat. C'est ainsi que je suis parti, j'ai traversé le fleuve. Je suis parti au Sénégal. À partir du Sénégal, nous avons commencé à travailler parce qu'il fallait démystifier ce pays, ce qui se faisait ici. L'opinion internationale ne le savait pas. Il fallait que l'opinion sache comment est ce pays, comment est le gouvernement de ce pays. Un gouvernement raciste, un gouvernement esclavagiste. Il fallait que l'opinion le sache. C'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé au plan diplomatique pour expliquer exactement quelle est la nature du système en Mauritanie avec Ould-Taya, fondamentalement. Bon, et après, au niveau du Sénégal, nous avons travaillé à encadrer les réfugiés et qu'il fallait bien empêcher à ces gens-là de devenir sénégalais. L'exil commençait à être trop long. Mais il fallait leur faire comprendre qu'ils sont des Mauritaniens et qu'ils doivent rester Mauritaniens. Il fallait garder intacte chez eux la tension du retour. C'est ce que nous avons fait. Très bien. En août dernier, vous avez tenu votre congrès en Mauritanie. Premier en Mauritanie, n'est-ce pas? C'est exact. Non, c'était pas le premier. En vérité, nous avons tenu un congrès en 83, 2 congrès en 83 et en 86.
2 congrès. Voilà. À Nouakchott. Après 27 ans d'exil. Oui, ça c'est le premier congrès après l'exil. Après l'exil. Bon, après Dakar, bien sûr, nous sommes allés aux Ouais, États-Unis. Dans l'exil. Ouais. Vous avez décidé de créer un parti. C'est exact. De FPC, n'est-ce pas? Donc, où en est-on de ce projet? Bon, nous avons donc décidé de créer un parti à partir du congrès qui s'est tenu ici. Notre parti a pour but 3 axes. D'abord, le premier but, notre préoccupation initiale, elle demeure. Nous voulons régler la question de cohabitation. Le deuxième point, le deuxième axe de notre programme, nous voulons créer un état de droit. Le troisième point, nous voulons que ce pays se développe. Ce sont nos axes. Maintenant, sur la base de la création de ce parti, nous avons fait une demande. Nous avons adressé au ministère de l'Intérieur dans les règles et dans les formes. On a eu le reçu, nous avons gardé. Et il y a un mois et demi, j'ai écrit une lettre pour rappeler au ministère de l'Intérieur que nous attendons notre récépissé, notre reçu de dépôt. D'abord, le reçu de dépôt. Deuxième élément, il y a quelques semaines, j'ai écrit pour rappeler que nous avions déposé notre dossier et que nous attendons, que je souhaiterais rencontrer le ministre de l'Intérieur pour ressoulever la question. J'attends qu'on me réponde, qu'on me reçoive ou pas. Donc, par rapport à cette question, pour me résumer, nous avons déposé le dossier, nous attendons les réactions du ministère de l'Intérieur. Nous voulons jouer le jeu démocratique. Nous verrons si le régime nous permet de jouer le jeu démocratique ou s'il veut nous rejeter dans la clandestinité. La balle est dans son camp. Très bien. Vos détracteurs pensent que la revendication d'autonomie proposée par les Flammes n'est autre chose qu'une manière de dire que les Mauritaniens ne peuvent pas ou ne peuvent plus vivre ensemble. Qu'en est-il au juste? D'abord, je voulais bien te poser toi-même une question. Parce que tu as l'habitude de poser à tes invités, sauf les derniers. Les derniers, tu ne leur as pas posé la question. Je me suis demandé, mais pourquoi c'est ne leur a pas Il fallait prendre l'opinion de tout le monde sur cette question. C'était devenu la question sempiternelle qui revenait toujours à la fin. Non, j'ai des questions fixes que je pose à toutes mes... Voilà, mais au dernier, tu les as exemptés de cette question. Je voulais bien te demander, mais pourquoi c'est d'affaire? Bon, d'abord, pour rectifier un peu ta manière de poser cette problématique, nous n'avons jamais dit que nous souhaitons l'autonomie du Sud. Nous avons dit que nous voulons l'autonomie comme solution nationale au pays. Cette solution par l'autonomie, elle n'est pas... comme tu dis, elle ne visera pas à diviser. Je m'explique. Un problème se pose. Celui que j'ai expliqué. Ce problème d'unité nationale, comme certains l'appellent, nous l'appelons problème de cohabitation. Cette question se pose. Elle est essentielle. Elle se pose depuis 50 ans. Mais il faut bien qu'on lui cherche des solutions aussi, Damel. Notre démarche, c'est que simplement, c'est par rapport à ça. Cette question se pose. Il faut lui trouver des solutions. Notre solution par l'autonomie réside simplement dans notre volonté de trouver des solutions à cette question-là. Ça, c'est le premier niveau. C'est juste une démarche. Nous estimons qu'on ne peut pas rester dans le statu quo. Il faut trouver une solution à cette question. Et l'une des propositions que nous faisons pour cette question, c'est l'autonomie. Maintenant, pourquoi l'autonomie? D'abord, pour lever encore certains équivoques, certains détraqueurs qui créent encore des confusions autour de notre concept. Notre autonomie ne change pas l'unité de la Mauritanie. Elle demeure. La Mauritanie restera unie. On ne parle pas de séparation. Deuxième élément, encore équivoque à lever, notre autonomie n'est pas l'autonomie du Sud contre le Nord. Ce n'est pas le cas du tout. Notre autonomie est une autonomie nationale. C'est un projet de réorganisation territoriale et administrative pour faire de sorte que le pays avance et progresse, se développe. C'est une autonomie qui va être fondée sur 4 grandes régions. La région du Trarza, du Brakna, qui sont des régions, j'appellerais parentes, puisque
tous venant de Oulad Ahmed et du Tagan, ces régions peuvent être une grosse région, ça va être une grosse région à gérer. Cette région, deuxième région, ça va être la région de l'Adra, de Tiris. Une grosse région à gérer, mais qui va être une région à vocation minière. La région de l'Assaba, du Haut-Gharbi, du Haut-Charghi, ça va être une région, vaste région, suffisamment peuplée, une région à vocation pastorale. La région de la vallée du fleuve, le Guidimaka, le Fouta, le Waalo, ça va être une région agricole, à vocation agricole. Donc, nous avons divisé la Mauritanie avec des critères objectifs, avec des vocations naturelles pour ces zones-là. Premier niveau. Deuxième niveau, en créant ces régions-là, on réussit à résoudre ou à résorber ou à atténuer deux types de tensions. La première tension, d'abord, c'est la tension entre les Arabo-Berbères eux-mêmes. Aujourd'hui, le pouvoir, comment il est constitué, le gouvernement, comment il est constitué, comme disait Ouldahan, c'est un compromis entre les grandes tribus. Isselmou m'apprend, Abdelkader m'apprend qu'il y avait 600 tribus, moi je pensais qu'il y en avait 200. Aujourd'hui, c'est le mot l'Abkhad. Voilà. Quand j'ai suivi votre émission, je reviendrai là-dessus. Donc, s'il y a 600 tribus et le gouvernement n'en comporte que 15, il est sûr que ça crée des frustrations parce que chacun veut aller être représenté. J'ai lu l'autre jour dans Freedom un Kunta qui se plaisait, qui s'attaquait à Aziz parce qu'il était frustré, parce qu'Aziz a tourné le dos au Kunta. Oui, je l'ai lu. Parce qu'il n'est pas représenté au niveau du gouvernement ou que les éléments qui représentaient le Kunta ont été vidés par Aziz. Or, si, et j'ai écouté également un autre cadre, un vieux cadre historique, qui disait aussi du Cheikh Abdallah qu'il n'a pas eu sa part de petites tribus. Je l'ai écouté, et vous savez de qui je parle. Si, donc, on crée cette autonomie-là avec ces régions-là, ces contradictions-là entre les Arabo-Berbères pour que chacun voulant aller au gouvernement, on va réduire la tension, comment dirais-je, l'envie de se faire représenter au niveau du gouvernement central parce qu'ils auront quelque chose à gérer. Les éléments du Hord auront leur région à gérer. Et les éléments du Trarza, du Brakna, du Taga, première région, ils vont avoir leur région à gérer. Donc, quand ils auront quelque chose à gérer, avec toute la responsabilité, le besoin de se faire représenter au niveau supérieur va être réduit, la tension va être moins vive. Donc, premier niveau, ça va réduire la tension au niveau des Arabo-Berbères. Deuxième tension qui va être résolue, qui est critique, c'est la tension entre négro-africains et arabo-berbères. Si aujourd'hui nous crions notre douleur, c'est parce que nous sommes exclus partout. Nous sommes exclus fondamentalement dans ce gouvernement. Nous sommes exclus dans tous ces démembrements. Et dans beaucoup d'autres secteurs. Oui, mais vous êtes bien représenté au gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a à être bien représenté par le gouvernement? Je termine. Si nous avons notre région à gérer, notre représentativité au niveau du gouvernement central va peut-être ressentie, mais pas avec la même intensité. Donc la tension que nous vivons aujourd'hui dans nos revendications à plus de représentativité va être réduite. Donc notre système d'autonomie permettra de résoudre ces deux types de tensions. Le gouvernement central va être le gouvernement central et il y aura les gouvernements locaux. Les populations locales vont gérer leur propre terroir, désigner leurs propres représentants. Ça va limiter les frustrations. Ça va limiter les conflits de terre. Ça va permettre une émulation entre les régions. Chaque région gérant son propre terroir va vouloir se développer. Si tu es fils du Hord, mais tu voudras que le Hord se développe. Et quatrième raison, ça va peut-être limiter le vol. Si vous voyez que les gens aujourd'hui se tournent vers le détournement, chacun veut amener chez son père ou dans sa tribu, c'est parce que c'est le bien commun et on estime que c'est le bien commun. Il y a d'autres qui ça appartient à d'autres. Si je peux prendre la part maximale, je la prends. Je l'amène à ma tribu.
Mais si on te responsabilise dans ta propre zone, avec ta propre tribu, mais peut-être que tu ne vas pas voler ta tribu. Ça va limiter les tentations de vol, de détournement. Donc pour ces raisons-là, nous pensons que notre autonomie est objective. Très bien. On va gagner du temps parce que pour avoir plus de... Cela dit, je conclus sur cet aspect-là. C'est une proposition que nous faisons. Si d'autres ont une proposition qui est plus pertinente, mais qu'ils nous le prouvent, qu'ils nous la présentent, mais ce que nous refusons, par contre, c'est quoi? C'est qu'on reste dans ce statu quo. Nous le refusons parce que nous sommes discriminés et parce que c'est dangereux pour le pays à terme. Il faut qu'on trouve des solutions. Parmi les solutions que nous proposons, il y a l'autonomie. Mais nous n'en faisons pas un point de fixation qu'on nous propose. D'autres solutions, si elles existent, si elles sont plus pertinentes, nous sommes preneurs. Très bien. Vous venez de me dire que j'ai l'habitude de poser la question à tous mes invités. Oui. Vous avez raison. Donc, de tous mes invités, comment receviez-vous leurs réponses sur ce... Oui, je suis avec intérêt les émissions à Watania. Parce que j'estime que c'est une télévision, comme j'ai dit, ouverte, qui n'invite pas les gens à la tête du client. Et ça, c'est important. C'est là où il y a un débat qui se produit. C'est là où on peut trouver des opinions ouvertes qui ne sont pas téléguidées, comme certaines télévisions. Donc, par rapport à vos émissions, je les suis. Mais j'ai fait attention, j'ai suivi avec intérêt certaines. J'ai suivi avec intérêt l'émission de Moussa Fall. J'ai été impressionné chez Moussa Fall par deux aspects. Un calme majestueux et ensuite la vérité des chiffres. Je me suis demandé d'ailleurs d'où il prenait ces chiffres-là. Bon, et après je me suis rappelé que c'est quelqu'un qui était à la SMCPP. Donc il a la possibilité d'avoir des sources. Et j'ai des difficultés en économie parce que ici en Mauritanie, il n'y a pas de journal spécialisé. Donc vous n'avez aucun moyen de vous documenter pour être suffisamment porteur, ou plutôt prégnant sur l'économie. Or lui, il semblait à l'aise. J'ai apprécié cet aspect-là. Le deuxième élément que j'ai apprécié chez lui, c'est dans ce qu'il vous racontait. Il vous disait que lorsqu'il y a eu le coup d'État, je crois qu'il a décidé de démissionner. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça témoigne? C'est un homme à principe. Mais ce pays a besoin d'hommes de principe. Quand Sidi Ould Cheikh Abdallah est venu, il a nommé un certain nombre de ministres et il a fait nommer un certain nombre de députés. Mais quand il a été éjecté, ce sont les mêmes qui couraient après lui et qui sont retournés chez Aziz. Comment qualifiez-vous ça? Un pays a besoin d'hommes moraux, d'hommes de principe. Le plus grand danger d'un peuple, c'est d'être téléguidé, c'est d'être guidé par des intellectuels malhonnêtes. Et Moussa Fall m'a semblé un homme de principe. Quand tu n'es pas d'accord sur quelque chose, il faut dire que tu n'es pas d'accord, démissionne. Quand on a fait le coup d'État au Sidi Ould Cheikh Abdallah, tu penses que ce n'est pas juste. Mais quand celui-là te copte, dis non. Donc ce pays a besoin d'hommes à principe. Le deuxième type qui m'a impressionné dans vos invitations, c'est Issermoul Abdou Khader, pour deux raisons. La première raison... Sa vaste culture d'abord. Bon, je ne sais pas, sa vaste culture arabo-berbère, oui, peut-être, je ne sais pas, mais sur les autres aspects, je ne l'ai pas perçu au niveau du... Mais c'est possible, vous le connaissez mieux que moi. Mais j'ai apprécié l'homme sur deux aspects, ou trois. Le premier aspect, c'est qu'il a eu le courage, j'ai suivi un peu son histoire, il a eu le courage, au temps de Ould Taya, quand il y avait ces déportations, de s'opposer aux militaires qui faisaient véritablement la curée dans la vallée. Ça, c'était courageux. Il a essayé de s'opposer dans les limites de ses possibilités et de ses prérogatives. Ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Ça, c'est important. J'ai vu d'ailleurs que vous l'avez félicité dans votre discours d'ouverture du congrès. Tout à fait. Parce qu'il y a des hommes justes et il y a des femmes justes. Le genre de Issermoul Abdou Khader, le genre Omar Ould-Beja, Ould-Bettar, Dr Baba, Mint Derwish, Mint Aïnina, Mint El Mokhtar, Mint Brahim, tout récemment. Ça, c'est des personnalités parce qu'ils osent aller au contre-courant. Quelqu'un disait que la tendance chez l'homme n'est pas de résister, mais c'est de céder, d'aller avec le courant.
ils ont eu le courage d'aller à contre-courant. Ce n'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Monsieur Cham, comment vous avez perçu la réponse de mes invités sur Je termine sur Isselmou. Oui. Le deuxième élément sur lequel j'ai apprécié Isselmou, c'est quand il a dit que ce pays, il a mis l'accent, le dialogue ne doit pas porter sur un dialogue électoral, des élections. Le dialogue doit porter sur la question de fond, qui est la question de cohabitation. Et il a dit quelque chose de très important. Revenir à Alec. Voilà. Il faut refonder ce pays-là parce qu'Alec est raté. Il faut qu'on demande aux populations si elles veulent vivre ensemble. Demandez-le-leur. Écoutons-les si elles veulent vivre ensemble. Si elles veulent vivre ensemble, à quelles conditions? Quelles sont les conditions qui vont être posées? Ça me paraît fondamental. Ouais. Voilà. J'ai apprécié l'homme. Maintenant, là où je n'ai pas été d'accord avec lui, c'est quand il me dit qu'il essaie de couvrir Taya pour me dire que Taya n'était pas d'accord. C'est trop gros. Je connais des commandants de région, parce que certains parmi nous avaient été pris prisonniers, qui ont dit qu'ils recevaient les ordres directement de la présidence. Je ne dis pas qu'il n'a pas raison, mais je dis que c'est difficile à prouver. En tout cas, moi je m'en démarque. Mais j'ai apprécié l'homme sur ses grandes positions. Voilà. Et sur la question de l'autonomie, vous avez certainement discuté de votre revendication d'autonomie avec plusieurs personnalités politiques du pays. Mais aussi avec des diplomates à Nouakchott. Avez-vous eu l'impression qu'ils soutenaient ce projet? Que ce soit dans politiques nationaux, que ce soit des... Non, en vérité, j'ai eu à discuter avec des responsables d'institutions, qui sont responsables d'institutions. Je ne leur ai pas posé la problématique de l'autonomie. Je leur ai posé simplement, comment dirais-je, 3 aspects. Pourquoi nous sommes revenus? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous posons comme problématique? Quelles sont nos préoccupations? Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le changement, mais que nous ne pouvons pas porter le changement seul, nous voulons le porter avec eux. J'ai vu également des hommes arabo-berbères. Je leur ai expliqué la même chose. Nous sommes revenus avec de bonnes intentions. Nous pensons que ce pays est sur une mauvaise piste. Nous souhaitons que ça change. Nous ne pouvons pas porter seul le changement, nous souhaitons le porter avec nous. Certains m'ont fait de réponses courtoises, correctes, honnêtes. Ils sont d'accord sur le principe qu'il faut que ça change. D'autres m'ont dit que mon discours ne leur parlait pas, mais je ne leur ai pas proprement dit, le projet d'autonomie, parce que c'est juste un point de vue. Quand ils accepteront, parce qu'il faut d'abord qu'ils acceptent le premier niveau, de débattre, de reconnaître d'abord qu'il y a une problématique, et ensuite de vouloir, d'accepter d'en débattre. C'est à ce niveau-là que nous sortirons notre projet d'autonomie, et nous verrons, par rapport à, s'ils réagissent par rapport à ça. J'ai entendu d'autres faire des commentaires fallacieux, fantaisistes sur notre projet d'autonomie. C'est parce que peut-être ils n'ont pas compris. Peut-être, mais nous n'avons pas demandé l'autonomie du Sud seul. Non, nous avons demandé l'autonomie dans un certain nombre de régions, compartimentées de telle manière que chacun s'y retrouve et qu'on réduise les tensions de tous ordres. Voilà. C'est tout. Voilà, parce que les gens n'ont compris que l'autonomie du Sud. Voilà, ça c'est parce qu'il y a un préjugé derrière. Voilà. Non, on n'a pas de calcul derrière. Certains pensent qu'on a un calcul derrière. Non, on n'en a pas. C'est juste dans l'intérêt supérieur de la nation, une solution globale à l'échelon national. Oui. Dans un article publié sur votre site d'ailleurs, votre conseiller politique Barry Mamadou reconnaît qu'entre 1983 et 1990, les Flammes n'ont jamais remis en cause l'idée d'un État unitaire en dépit de l'existence d'un système discriminatoire en Mauritanie. C'est vrai, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, à aucun moment, nous n'avons dit qu'il faut qu'on se sépare. À aucun moment, nous n'avons défendu la séparation du Nord avec le Sud, malgré toutes les exactions, malgré toutes les humiliations. À aucun moment. Parce que nous estimons que ce pays, aujourd'hui, par la fait de l'histoire, il nous appartient. Il appartient aux Arabo-Berbères, mais il appartient aux Négro-Africains. Malheureusement, et là je retombe sur la question de l'extrémisme, certains nous traitent d'extrémistes. Voilà. Ou certains nous veulent faire la balance. Certains politiciens filous veulent faire la balance. Les nationalistes, les bassistes, c'est des extrémistes. Les Négro-Africains, les Flavis, c'est des extrémistes. Mais en quoi nous sommes extrémistes? Nous disons que les Arabo-Berbères appartiennent à ce pays. Nous ne nions pas leur citoyenneté. Nous disons que ce pays est négro-africain et arabo-berbère. Nous disons qu'il faut qu'on cohabite. Voilà notre discours. Les autres disent
les Africains, les Négro-Africains n'appartiennent pas à ce pays, c'est des Sénégalais, c'est des fils de footballeurs, c'est des fils d'étrangers qui sont venus. Un. Deuxième élément, qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas de ce pays. Oui, monsieur Thiam, c'est pas tout le monde qui dit ça. Non, je termine. C'est deux thèses qui s'affrontent. Je veux que par rapport à ces deux thèses qui s'affrontent, constituent qui est extrémiste ou pas. Nous reconnaissons ce que nous avons reconnu, comme je vous l'ai décrit. D'autres nous nient notre appartenance à ce pays-là, nous nient notre citoyenneté et disent que l'arabisation se fera, s'il le faut, dans le sang. En plein séminaire, comment dirais-je, organisé par le gouvernement dans les années 73. Qu'est-ce qui est extrémiste? Il y a deux nationalismes, disait Staline. Il y a le nationalisme de la nation qui opprime, et il y a le nationalisme de la nation opprimée. Oui, le nationalisme de la nation qui opprime, c'est le nationalisme impérialiste. Le nationalisme de la nation opprimée, c'est le nationalisme patriotique. Notre nationalisme est patriotique. Nous réclamons notre droit à la différence, mais nous ne demandons pas d'éjecter les morts de sortir de ce pays-là. Ils sont de ce pays. Donc, si on dit tous les deux sont des extrémistes, c'est de la démagogie. On crée de la confusion au niveau de l'opinion mauritanienne. Nous sommes des patriotes. Nous voulons que ce pays se construise, mais sur des bases vraies, sur des bases justes. Qu'on se développe, qu'on se reconnaisse, qu'on se donne. C'est notre souhait, un développement pour la Mauritanie, pour une Mauritanie unie, bien sûr. Voilà, Monsieur le Président. Actuellement, vous êtes de l'opposition, centriste, ou... Oui, je me sens de l'opposition. Mais on me dit, bon, vous êtes de l'opposition, mais vous n'êtes pas dans l'FNDI. Mais non, je ne suis pas dans l'FNDI pour deux raisons, ou même trois. D'abord, c'est que les gens... Les FNDI, au départ, ce n'était pas le FNDI, c'est le FNDD. C'est le FND, Front National pour la démocratie. L'unité, ce n'était pas leur préoccupation. C'était la démocratie, les élections. C'est après qu'ils ont ajouté le U. Le deuxième élément, nous ne sommes pas dans le FNDI parce que là, au moment où ils concevaient de créer le FNDI, ils ne nous ont pas associés. Ils sont allés créer leur truc, créer leur cadre, créer leur concertation, déterminer les objectifs et dire aux gens, venez. Mais nous ne sommes pas des gens, comme on dit en pulaar, Ndaoremi. On n'est pas des gens qu'on entraîne comme ça. Nous sommes une vieille organisation politique. Et nous sommes, comment dirais-je, historiquement, nous avons plus d'expérience que la plupart des partis qui existent aujourd'hui. Nous avons été créés bien avant. Donc on ne se laisse pas entraîner comme ça à des organisations ou à des rassemblements auxquels on n'a pas été associé à la source. Le troisième élément, le FNDI, comme j'ai dit, à l'intérieur du FNDI, il y a des gens qui sont exactement comme la majorité au pouvoir, ou comme le régime, par rapport à certaines questions centrales. Que ce pays soit seulement arabe. Il y a plein de gens à l'intérieur du FNDI qui